Dans une petite ville tranquille du sud de la France, un événement inattendu va bouleverser la vie d'un homme solitaire. Ce qu'il croyait être un simple acte d'humanité se transformera, 2 décennies plus tard, en la plus grande récompense de toute son existence. Avant de commencer cette histoire incroyable, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de nous dire en commentaire d'où vous écoutez cette histoire. C'était un matin de mars, encore un peu froid, typique des derniers jours de l'hiver à Avignon. Léo, un homme de 42 ans, faisait sa promenade matinale avec son vieux chien, Tango. Depuis qu'il avait quitté son emploi dans la restauration, il menait une vie discrète, un peu retirée, mais paisible. La ville s'éveillait lentement, les volets s'ouvraient, les boulangers sortèrent les croissants du four, et les premiers rayons du soleil perçaient des nuages épais. Léo descendait la rue Jean-Villard, comme à son habitude, lorsqu'il entendit un bruit étrange, venant d'un grand conteneur vert près de l'arrêt de bus. Un gémissement, faible, irrégulier. Il s'arrêta net. Tango grogna doucement, l'oreille dressée. Léo s'approcha lentement du conteneur, jeta un coup d'œil à l'intérieur, puis sentit son cœur se serrer. Un sac plastique noir bougeait. Il s'empressa de le sortir. À l'intérieur, 2 nouveau-nés emmitouflés grossièrement dans des serviettes tachées. Ils respiraient, pleuraient faiblement. L'un d'eux avait encore le cordon ombilical. « Mon Dieu !» murmura-t-il, la voix tremblante. Sans réfléchir, il courut jusqu'à la pharmacie à l'angle et cria à l'aide. En quelques minutes, une ambulance était là, emportant les bébés vers l'hôpital Saint-Joseph. Léo, lui, restait là, couvert de sueur, tremblant, l'esprit confus. Ce qu'il venait de vivre n'était pas un cauchemar, c'était réel. Les jours suivants furent flous. La police l'interrogea. Les médias commencèrent à parler du « héros anonyme d'Avignon ». Mais Léo refusa les interviews, les caméras. Il n'avait rien fait d'extraordinaire, pensait-il. Juste ce que toute personne humaine aurait fait. Cependant, il ne pouvait oublier leur visage. 2 petits êtres, abandonnés comme des déchets, mais avec des yeux pleins de vie. Une semaine plus tard, il demanda à l'hôpital s'il pouvait savoir ce qu'il adviendrait d'eux. Une infirmière lui expliqua qu'ils avaient été placés en pouponnière, puis confiés aux services sociaux. Personne ne connaissait leur identité. Pas de mère, pas de prénom. Juste 2 bébés trouvés ensemble. Léo n'arrivait pas à tourner la page. Il repassait chaque jour devant l'endroit où il les avait trouvés. Et puis un matin, il prit une décision qui changerait le cours de sa vie. Il allait entamer les démarches pour les adopter. Les démarches furent longues, presque décourageantes. Léo n'avait ni compagne, ni travail stable, et son logement, un 2 pièces modeste près des remparts, ne semblait pas idéal aux yeux des services sociaux. Pourtant, il persista. Il suivit les formations, réorganisa son appartement et trouva un emploi à temps partiel dans une petite librairie du centre. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était stable, suffisant pour démontrer qu'il était prêt. Les mois passaient. Entre entretiens, évaluations psychologiques et visites surprises, Léo découvrait une force en lui qu'il ne soupçonnait pas. Ce n'était plus une impulsion de compassion, c'était devenu un engagement profond. Il ne cessait de penser à ces 2 petits êtres, à ce lien inexplicable qui s'était formé dès cet instant, devant le conteneur. Quand, après près d'1 an, l'ASE lui annonça que la fratrie n'avait trouvé aucun foyer et qu'ils étaient d'accord pour lui confier la garde provisoire, Léo pleura. Pas de tristesse, cette fois, de soulagement, de joie. Il nomma les enfants Camille et Nathan. Les premières semaines furent dures. Les jumeaux avaient déjà développé des comportements d'anxiété, sursauts au moindre bruit, pleurs incontrôlables la nuit. Mais avec douceur, patience et beaucoup d'amour, Léo parvint peu à peu à instaurer une routine rassurante. Il passait ses soirées à lire des histoires, à apprendre à cuisiner des purées maison, à décoder les regards de 2 enfants qui ne parlaient pas encore, mais qui le regardaient déjà avec une confiance totale. Les nuits blanches se transformèrent peu à peu en nuits entrecoupées, puis en sommeil partagé, tous les 3 blottis sur le même matelas.
Les voisins, d'abord surpris, commencèrent à l'aider. Madame Leroux, la vieille dame du rez-de-chaussée, venait garder les enfants quand Léo travaillait. Ahmed, l'épicier du coin, offrait parfois des couches ou des petits pots. Une communauté se formait autour de cette famille improbable. 3 ans passèrent, puis 5. Léo obtint la garde définitive. Il avait transformé sa vie. Il n'était plus cet homme discret et solitaire. Il était devenu père, et ses enfants, bien qu'ils aient grandi sans connaître leur mère biologique, savaient qu'ils étaient aimés sans condition. Camille adorait dessiner. Dès l'âge de 6 ans, elle remplissait des carnets entiers de visages, de scènes de rue, de portraits de tango, leurs vieux chiens, devenus leurs fidèles compagnons. Nathan, lui, était fasciné par les livres. Il passait des heures à feuilleter les encyclopédies, posant 1000 questions sur tout. Pourquoi le ciel est bleu? Comment les bateaux flottent? Léo, épuisé parfois, n'en revenait pas de leur vivacité. Mais il se posait aussi des questions. Jusqu'à quand pourrait-il leur cacher leur origine? Comment leur raconter l'histoire sans les briser? Un soir, alors qu'ils avaient 8 ans, Camille vint le voir, son carnet à la main. « Papa, pourquoi tu pleures parfois devant la benne verte, dans la rue ?» Léo sentit son cœur s'arrêter. Il n'avait jamais pensé qu'il l'avait vue. Il s'agenouilla, la prit dans ses bras et lui dit simplement « Parce que c'est là que j'ai rencontré mes 2 plus beaux cadeaux. » Camille ne dit rien, mais elle sourit. Le temps passa, comme un souffle. 20 années s'étaient écoulées depuis cette matinée glaciale, où Léo avait entendu des pleurs sortir d'une benne à ordures. Camille avait maintenant 22 ans. Elle était devenue une illustratrice prometteuse, connue dans les milieux de l'édition jeunesse. Ses dessins avaient été quelque chose d'unique, une tendresse dans les traits, une attention aux détails humains, un regard profond. Elle disait souvent « J'ai grandi dans un monde simple, mais plein d'amour. C'est tout ce que j'essaie de montrer. » Nathan, lui, était étudiant en dernière année de médecine à Marseille. Brillant, calme, attentif, il s'était spécialisé en pédiatrie. Lorsqu'on lui demandait pourquoi, il répondait toujours « Parce que quelqu'un a sauvé ma vie avant même que je sache ce que c'était que vivre. » Léo, maintenant âgé de 62 ans, travaillait encore quelques jours par semaine à la librairie. Il n'avait jamais voulu déménager. Son modeste appartement, toujours décoré des dessins de Camille et des trophées scolaires de Nathan, était resté leur repère. Chaque dimanche, les enfants rentraient, et Tango, maintenant très vieux, dormait paisiblement près du radiateur, comme s'il attendait que la boucle soit bouclée. Un jour de janvier, Léo reçut une lettre. Officiellement, elle venait du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il pensa à une erreur administrative, peut-être une histoire de taxes, mais en l'ouvrant, ses mains tremblèrent. La lettre annonçait que Camille et Nathan avaient proposé sa candidature pour recevoir la médaille de la reconnaissance civique, une distinction rare réservée aux citoyens ayant accompli un acte d'héroïsme et d'humanité exceptionnel. Ils avaient raconté son histoire, sans exagération, sans misérabilisme, juste la vérité. Un homme seul, sans ressources, qui avait fait preuve de courage et d'amour envers 2 enfants abandonnés et qui les avait élevés avec dignité. Léo ne savait quoi dire. Il alla marcher longtemps ce soir-là, sous le ciel froid d'hiver. Il repassa devant la fameuse benne, désormais remplacée par une moderne, verte et propre. Il pensa au visage des nourrissons, à leurs pleurs, à sa décision instinctive. Et maintenant, voilà que ses enfants voulaient le remercier publiquement pour avoir simplement été leur père. 3 mois plus tard, la cérémonie eut lieu dans la grande salle de l'hôtel de ville d'Avignon. Des élus, des journalistes, des voisins, des amis étaient là. Camille tenait un discours simple, ponctué de silences émus. « Papa ne nous a jamais rien demandé. Il ne nous a jamais caché la vérité. Mais il ne nous a jamais imposé son sacrifice non plus. Il nous a simplement aimés. Et aujourd'hui, on voulait juste lui dire merci, parce que sans lui, on ne serait pas là. » Nathan compléta « Il n'a pas seulement sauvé 2 vies, il en a construit 3. » Lorsque Léo monta sur scène, les larmes aux yeux, tenant la médaille entre ses doigts usés, il ne dit qu'une phrase
Je n'ai jamais eu l'intention d'être un héros. J'ai juste suivi mon cœur. Et grâce à ça, il bat encore. La salle se leva, en silence. Pas d'ovation bruyante, juste une émotion collective qui remplissait l'air. Ce soir-là, de retour à la maison, Camille déposa sur la table une enveloppe. À l'intérieur, un acte symbolique. Ils avaient racheté, ensemble, une petite maison en Provence, à quelques kilomètres d'Avignon. Un jardin, un atelier, une grande pièce lumineuse. Léo n'aurait plus à travailler. Il pourrait vivre entouré de ceux qui l'avaient sauvé et qui, en retour, l'avaient sauvé de la solitude. La maison en Provence était simple, lumineuse, entourée d'amandiers et de vignes. Léo y emménagea quelques semaines après la cérémonie, accompagné de Tango, désormais presque sourd, mais fidèle comme toujours. Les premières nuits furent étranges. Après tant d'années à vivre au rythme d'une ville animée, le silence presque total de la campagne le surprit. Mais ce silence était doux. Il n'était pas vide. Il respirait la paix. Camille avait installé un petit atelier sous la véranda. Dès le matin, elle s'installait à sa table de dessin, la lumière filtrant doucement à travers les rideaux blancs. Nathan, lorsqu'il n'était pas à l'hôpital, aidait au jardin, apprenait la culture des herbes aromatiques avec un voisin, ou passait des heures à discuter avec Léo autour d'un café. Peu à peu, la maison prit vie. Les repas devinrent des rituels sacrés. On y riait souvent, on y parlait de tout. Du passé, oui, mais surtout du présent et de l'avenir. Un samedi après-midi, alors qu'ils plantaient ensemble un olivier dans le jardin, Nathan posa une question. « Tu as déjà regretté ce que tu as fait ce jour-là » Léo s'arrêta, essuya son front. « Regretter? Non, jamais. J'ai eu peur souvent. J'ai douté parfois. Mais regretter? Non, parce que vous étiez ma chance. Pas un fardeau, une renaissance. » Camille, à côté, ajouta « Tu sais, on aurait pu ne jamais savoir. Tu aurais pu garder ça pour toi. Mais tu as choisi de nous dire la vérité, avec amour. Tu nous as donné une histoire, une origine, et tu nous as appris à ne pas avoir honte de notre passé. » Ces mots touchèrent Léo profondément. Il repensa à toutes ces années, aux nuits sans sommeil, aux papiers à remplir, aux pleurs de bébé, aux premiers pas, aux dessins accrochés au frigo. Et maintenant, à ces deux adultes pleins de vie, debout à ses côtés, les mains dans la terre, enracinés dans une vie qu'ils avaient construite ensemble. Ce soir-là, Camille lui montra un projet sur lequel elle travaillait en secret. Un livre illustré, inspiré de leur histoire. Ce n'était pas une biographie, c'était une fable douce, sobre, mais pleine de symboles. Deux oisillons trouvés dans une boîte abandonnée, recueillis par un renard solitaire, qui leur construisait un nid, leur apprenait à voler. Le titre, Le jardin de Léo. Je veux que d'autres enfants comme nous sachent qu'ils peuvent être aimés, peu importe d'où ils viennent. Quelques mois plus tard, le livre sortit. Il connut un succès inattendu. Dans les écoles, les enfants demandaient « Est-ce que le renard existe vraiment ?» Et certains enseignants répondaient « Oui, il s'appelle Léo et il habite quelque part en Provence. » Un matin de mai, Tango s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Léo l'enterra sous l'olivier avec l'aide de ses enfants. Ils ne parlèrent pas beaucoup ce jour-là, mais dans le silence, tout était dit. La boucle était bouclée. Les années suivantes furent douces. Léo, désormais grand-père, voyait ses petits-enfants courir dans le jardin, cueillir des abricots dessinés sur la terrasse. Il leur racontait l'histoire du renard et des deux oisillons. Et à la fin, il lui demandait toujours « Papy Léo, c'était vrai ?» Et il répondait, en souriant, les yeux brillants « C'était la plus vraie des histoires,